Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Congo d'Excellence. L'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous le répète sans cesse et on continuera à vous le dire. Congo d'Excellence vous arme des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous demain les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Ces valeurs sont au centre des clés et de secrets de la réussite et du succès et comme à chaque émission, nous allons les décrypter ensemble. Nous sommes donc là avec vous pour un nouveau partage d'expérience qui pourra encore plus vous enrichir et encore mieux vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Et sachez que vous êtes et resterez les principaux acteurs de cette émergence. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous rejoindre au cours de nos débats. C'est donc Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous. Bienvenue chers téléspectateurs sur le plateau de Congo d'Excellence qui s'est à cette occasion délocalisé à l'Institut de la Gombe qui est un des plus anciens établissements scolaires du réseau officiel. Cet établissement, originellement appelé Athénée Royal de Kinshasa, a été construit entre 1948 et 1956 par un architecte belge qui a aussi construit l'Athénée de Lubumbashi ainsi que l'Athénée de Bukavu. Vous reconnaîtrez le style. Alors, c'est une pure merveille architecturale qui a récemment été rénovée, puis rebaptisée Institut de la Gombe après avoir été longtemps appelé Athénée de la Gombe. Le choix d'une école suggère bien évidemment, vous l'aurez compris, que notre invité évolue d'une manière ou d'une autre dans le secteur de l'éducation. Effectivement, notre invité du jour, il s'agit de Monsieur Enseignement, notamment parce qu'il incarne depuis bientôt 8 ans, avec constance et beaucoup de courage, toute la bataille qui concerne le redressement de ce secteur qui est au centre du développement de notre pays. Évidemment, qui dit enseignement, Christelle, dit jeunesse. Et qui dit jeunesse, dit... Et qui dit Congo d'Excellence, public et intervenant à qui je souhaite la bienvenue. Et voilà, ce sont des applaudissements qui nous amènent tout de suite au portrait de notre invité. De qui s'agit-il? Découvrez-le à travers cet élément. Le président de la République, en nous confiant cette tâche, souhaiterait ou attend que dans le domaine de l'éducation, nous examinions toutes les voies possibles. Et il n'y a pas une autre personne qui peut réfléchir à cette place, sinon nous-mêmes, pour rencontrer les préoccupations de la population. Qu'est-ce que la population attend? La population attend de nous que leur dit quelle est la meilleure voie pour qu'elle amène les enfants à l'école. Et une fois que leurs enfants sont à l'école, ces enfants étudient dans de bonnes conditions. Ces enfants répondent aux attentes de la population et que les enfants soient en mesure de répondre à leurs propres problèmes. Voilà ce que la population attend de nous en tant que ministres. Qui en République démocratique du Congo ne connaît pas M. Maker Mwangu Famba, puisqu'il compte parmi les plus anciens membres du gouvernement de la Troisième République. Il est en effet ministre de l'EPSP depuis 2007. Le secteur de l'éducation, monsieur le ministre le connaît bien, puisque ses deux parents, Maker Kangastani ainsi que Kapuya Martine, étaient tous deux enseignants. Ces derniers étant régulièrement mutés aux quatre coins de la République, monsieur le ministre aura l'occasion au cours de sa jeunesse de fréquenter de nombreuses écoles et établissements, comme l'établissement Saint-André à Lubumbashi, il étudiera aussi à Chikapa, à Ilebo, il passera par le collège Bobokoli à Kinshasa, ou encore le collège Saint-Louis de Kananga. Mais s'il connaît bien le monde de l'enseignement de la RDC, c'est surtout ses qualités qui sont à la base de sa réussite professionnelle au sein du gouvernement. D'abord, c'est un homme d'une parfaite correction. Ça veut dire que c'est un homme qui est droit. C'est quelqu'un qui est rigoureux. C'est quelqu'un qui a le sens de la parole donnée, ce qui est extrêmement important, et qui est méthodique. Il faut savoir qu'il a été conseiller au plan, il a travaillé à la présidence, il a été vice-gouverneur, et tout ceci fait de lui un homme d'État. C'est entre autres donc cette expérience-là qui lui permet effectivement de gérer le ministère, tout en prenant en compte les aspects administratifs, les aspects politiques et les aspects techniques. Ce qui fait que la plupart des actions qu'il met atteignent leurs résultats
c'est un homme qui a une vision, qui peut s'inscrire dans l'action, et je crois qu'il ne perd pas le sens de la direction. Et j'apprécie souvent son professionnalisme. Le ministre Maker, c'est une excellence, parce qu'on dit excellence, c'est une personne qui se démarque des autres, qui fait bien les choses, qui fait bien les choses et qui fait le travail excellent. Et donc, mon frère Maker, il fait très bien les choses dans son secteur, et c'est ce qui d'ailleurs justifie la confiance que l'autorité suprême du pays, les chefs de l'État, le Premier ministre accorde à sa personne. Effectivement, il a un jugement qui est sain, qui est posé, et c'est quelqu'un dont on ne peut pas mettre en doute non seulement les qualités, mais le sens de la justice, de l'impartialité. Je crois que c'est quelqu'un qui est au bon endroit quand il faut choisir des préfets, placer des personnes. Je crois que c'est un immense ministère en lien avec le pays profond, et je crois qu'il a obtenu d'énormes résultats parce que c'est quelqu'un qui est humble, qui est juste et qui sait où il va. D'abord, il est humble, et il n'est pas trop bavard, il écoute beaucoup, et pour des raisons d'expertise, il consulte. Nous sommes considérés en tant que syndicat qui évolue au niveau international, pour nous c'est positif, jusque-là. Et ce qui m'a d'abord frappé, c'est son humanité. Son humanité parce qu'il est tourné vers les autres. Il est à l'écoute des autres, à commencer par ses collaborateurs. Donc c'est quelqu'un qui a un sens des relations humaines. Il a beaucoup de considération pour l'autre. Il a une grande dimension d'écoute, il apprend à écouter. Aujourd'hui, de grands progrès ont été réalisés au niveau de l'EPSP. Mais monsieur le ministre, selon vous, quels sont encore les grands chantiers qu'il vous reste à accomplir? L'enseignant constitue les moteurs. Il faut vraiment qu'on voit dans quelle mesure il faut s'occuper de l'enseignant. Dans sa formation, dans ses conditions sociales, et d'autres, tous ces paramètres, tous ces problèmes qui concourent à ce que cet enseignant, cet individu à qui nous confions nos enfants pendant toute une année, que cette personne soit en mesure de s'occuper de cette tâche comme il faut. Et selon vous, l'enseignant idéal, à quoi ressemble-t-il? Pour moi, l'enseignant idéal, il est difficile à avoir. Il faut peut-être chercher cet enseignant qui a la vocation, qui sait transmettre la formation et qui est disposé à le faire en aimant les enfants à qui on confie l'avenir. Et vous, monsieur le ministre, êtes-vous personnellement satisfait de ce que vous avez pu accomplir depuis 8 ans? Aujourd'hui, quand même, nous sommes sur la bonne voie. Comme je l'ai dit, il faudrait que d'abord que toute la communauté, toute la nation comprenne que ce n'est pas l'éducation qu'on peut avoir les chances. Et je crois que ça, c'est acquis. Aujourd'hui, le budget de l'État réserve ce qu'il faut au niveau de l'éducation. Ce n'est pas suffisant, il faut beaucoup plus. Mais déjà, en importance, l'éducation prend la première place, ce qui est une bonne chose. Il faut donner beaucoup plus de moyens à l'éducation pour que les systèmes éducatifs répondent aux préoccupations de la nation congolaise vivant dans un concert des nations, où il y a la compétition. Aujourd'hui, avec cette compétition, c'est-à-dire que nous devons faire tout pour que nous soyons les meilleurs. On ne peut à présent plus en douter. Son Excellence, Monsieur le Ministre Maker Mwangu Famba, est au cœur du combat de l'émergence de la RDC sur l'échiquier mondial. Et il est ce soir l'invité de Congo d'Excellence. Monsieur Maker Mwangu Famba, soyez le bienvenu sur le plateau de Congo d'Excellence, enfin. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, Excellence, monsieur le ministre, soyez les bienvenus donc sur le plateau de Congo d'Excellence. Et surtout, merci de nous recevoir en quelque sorte dans votre territoire. Eh bien, nous ne sommes d'ailleurs pas très loin de votre cabinet. Ce qui fait naître une question tout de suite, est-ce que vous ne trouvez pas qu'être aussi proche d'une école, c'est parfois brouillon? Est-ce que ça vous permet de vous concentrer suffisamment sur votre travail? Non, non. Je pense que c'est même c'est mieux d'être à côté d'une école. Parce que ça ne sert à rien de prendre des décisions si on ne sait pas comment ces différentes décisions sont exécutées dans les différentes écoles.
Ce qui fait que de temps en temps, il m'arrive de descendre dans les écoles, assister parfois à certaines leçons. Et ça nous permet alors d'être vraiment dans le bain. De toutes les façons, il est prévu que chaque fois qu'on construit une école, on place toujours les bureaux du chef d'établissement de telle sorte qu'ils puissent voir tout ce qui se passe dans la cour. Donc c'est mieux que nous soyons à côté des écoles, ce n'est pas brouillon. Au contraire, c'est bien, c'est une très bonne chose. C'est une bonne source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. Okay. Voilà. En tout cas, nous, on est très heureuse de pouvoir vous avoir sur ce plateau parce que nos téléspectateurs, qui, pour la majorité, ont des enfants, vont enfin pouvoir découvrir l'homme qui, depuis déjà très longtemps, est responsable de leur éducation. Alors, nous allons à présent commencer notre échange avec les jeunes. Excellence, tel que vous le savez, cette émission reste donc entièrement dédiée à la jeunesse congolaise et je pense qu'il est à présent temps pour nous de faire le tour des différentes... Tout à fait, mais Christelle, je tiens quand même à préciser que tout va se passer, rassurez-vous, dans la joie et la bonne humeur, puisque ce n'est quand même pas un examen, même si on est dans une école. Alors, en parlant de joie, justement, c'est pour vous une des valeurs au centre d'une vie réussie. Et d'ailleurs, sur le sujet, je vous propose de suivre cet élément de reportage pour comprendre un peu mieux ce dont il est question. La joie est une chose importante car elle vous permet d'illuminer les gens autour de vous, de contaminer votre environnement. Alors que la tristesse bloque, la joie vous dynamise, vous et votre entourage. Avec elle, il n'y a rien d'insoluble. C'est ainsi que M. Macaire voit la vie. Il semble qu'il soit donc un adepte de la pensée positive. Cette méthode, cette pratique qui a de plus en plus de succès, surtout au pays d'Obama, est une attitude mentale et émotionnelle qui consiste à se concentrer sur le côté positif des choses, de la vie, pour favoriser des résultats positifs. Cette méthode repose sur la visualisation positive des choses et de la positivation de votre environnement, de votre entourage. Ces effets concernent tant votre esprit que votre corps et votre réussite dans la vie. Si la pensée positive n'est pas une science exacte, elle ne peut pas vous faire de mal. Elle a certainement fait ses preuves et elle est gratuite. Alors laissez-vous tenter et souriez. Alors, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à cette façon de voir les choses, Excellence? Oui, c'est très très important. Je crois que la joie, c'est une vertu très importante. La joie construit, la tristesse détruit. C'est lui qui est content. Nous devons tout faire pour transmettre cette joie auprès de ceux qui sont avec nous, en famille, dans la salle de classe, sur la voie publique. Nous devons transmettre la joie. Quand on transmet la joie, on construit et on peut avoir l'adhésion des gens, ceux avec qui on est, et on peut aller ensemble. Mais quand on est dans la tristesse, souvent, on s'éloigne des autres. Et souvent, celui qui est triste a souvent de mauvaises pensées, et celui qui est triste peut facilement détruire. Donc c'est pourquoi je pense que nous devons apprendre à nos enfants d'avoir la joie, à enlever la tristesse. Et souvent, je vais dans les salles de classe, quand je visite certaines salles, j'assiste à certaines leçons. Je dis souvent à nos amis enseignants qu'ils doivent transmettre ça aux enfants. Il faut transmettre à nos enfants la vertu de la joie. Il ne faut pas tout le temps dire « Ah, bisopassi », « Ngai boye ». Et l'enfant qui grandit dans cet état d'esprit, mais ne peut pas, vous êtes en train de bloquer l'avenir de cet enfant. Par contre, quand vous lui dites qu'il faut la joie, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance, cet enfant peut aller beaucoup plus loin. Et c'est une vertu très importante, je crois, c'est sur laquelle nous tous, nous devons bâtir l'éducation, même notre action, même notre sens de la vie. Eh bien, sur ces paroles très enthousiasmantes et très énergisantes, nous allons démarrer la série de questions. Et nous allons démarrer avec la question de Boris. Voilà. Boris Bangolou, gradué à l'ISIPA. Permettez-moi de lire parce que je suis un peu stressé. Voilà. Ok. Ma question est celle-ci. Les Quinois, malgré le stress, sont généralement des personnes très joviales et chaleureuses. Pourtant, ils règnent dans notre ville une forme de négativité. Lorsqu'il s'agit d'actions, surtout collectives, comme sur le lieu de travail, on peut presque parler de pessimisme. Comment expliquez-vous cette contradiction qui freine notre développement? Comment en sortir?
C'est un peu comme vous l'avez dit, hein, ça bloque. Hein. Oui, oui, oui. Bon, je ne sais pas déterminer cette joie dont vous parlez, cette jovialité dont vous parlez au niveau de la ville de Kinshasa. Moi, je crois que si on a la joie, on ne peut que produire des effets positifs. On ne peut qu'avoir des effets positifs. Et la joie doit être intérieure. Ça ne doit pas être une joie épidermique, juste pour faire plaisir à la peau. Non, ça doit être une joie intérieure et celle-là produit de bons effets. Alors je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a la joie puisse faire ce que vous dites. Ne pas travailler, parce que la joie, elle pousse au travail. Attendre quelque chose qui viendrait de je ne sais où, alors que soi-même, on peut être moteur de sa vie, moteur et chercher comment on peut atteindre un certain nombre de résultats. Mais si on n'a pas tout ça, je ne pense pas qu'on a la joie. Et il faudrait que, bien sûr, il ne faut pas non plus prendre la joie d'une manière isolée. Il faut replacer la joie dans un contexte qui permet à ce que la joie épanouisse, permette à la personne de s'épanouir lui-même. Et nous prenons tout de suite la deuxième question qui est celle de Jean-Claude et je pense que c'est une question d'ailleurs qui replace justement les uns et les autres devant leurs responsabilités, surtout en termes d'ambiance joyeuse pour avancer dans le travail, je pense. Merci, bonsoir Excellence. Jean-Claude Fouati, licencié en économie et développement de l'Université catholique du Congo. Merci, ancien enchanté. Fonctionnaire, actuellement entrepreneur. Excellence, nous les jeunes, nous devons gérer beaucoup de frustrations, à commencer par les difficultés financières que rencontrent nos parents, notamment face à nos études. Ensuite, il y a le chômage qui attend la majorité d'entre nous. Par ailleurs, Excellence, nous aimerions tous avoir un chez nous, mais la plupart d'entre nous vivent encore chez leurs parents. Face à cette situation, la joie, le bonheur, n'est-il pas une illusion qui cache la réalité? Non, 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 non. La joie n'est pas conditionnée. C'est pas parce que je suis par exemple, c'est vrai, nous arrive parfois d'avoir des problèmes de deuil et autres, c'est normal. Il y a des cas comme ça qui nous arrivent. À ce moment-là, il y a une rupture de la joie, c'est normal. Mais la joie fera de sorte que même si on est en deuil, même si on a des problèmes, on a un certain optimisme qui nous accompagne, qui doit accompagner notre action. Et avec ça, donc, nous avons espoir. Ça peut nous pousser à dire non, ben voilà, il y a tel problème qui se pose devant moi. Je dois toujours avoir cet optimisme pour que je surmonte ce qui est en train de m'arriver maintenant. Si vous avez la joie, vous allez utiliser toutes les circonstances qui se posent devant vous pour faire une action positive. En échangeant avec vous il y a quelque temps, je vous avais dit que j'aime ou que je suivais beaucoup la musique de Bob Marley. Je vais vous répéter une de ces chansons qui dit par exemple que souvent on a l'impression qu'il y a une porte qui est fermée. On s'accroche à cette porte-là, mais on oublie qu'il y en a plusieurs qui sont ouvertes. Il n'y a que la sérénité, la joie qui va nous permettre de voir toutes les autres portes qui sont ouvertes que nous ne pouvons pas voir dans l'état de tristesse. Et là, vous avez raté votre vocation de philosophe, apparemment, Excellence. Non, je crois que pour mener une action, pour vivre, on a besoin de certains principes. Celui qui vit sans principe, il est là comme un papillon, il peut se retrouver n'importe où. Il faut avoir des principes pour canaliser la vie, pour canaliser toute action que nous menons. Et je crois que c'est important d'avoir ces principes. C'est ça, c'est pas la philosophie, c'est pas la psychanalyse, c'est pas. Mais c'est quand même des principes qui sont importants, qui doivent conduire l'action de quelqu'un. Sinon, on se retrouve nulle part. Eh bien voilà, si vous le permettez, après tout ceci, on va passer donc au thème suivant, qui est celui de l'humilité. L'humilité est effectivement une vertu que l'on retrouve dans toutes les religions chrétiennes, bouddhistes, musulmanes et autres, et dans toutes les philosophies vertueuses. Et c'est pour vous, comme la joie, une valeur centrale qui guide, vous venez de parler de principe directeur, qui guide votre comportement et qui participe à votre réussite. Et pourtant, paradoxalement,
Paradoxalement, l'humilité est une qualité des grands hommes. Alors, vous y voyez-vous, Monsieur Macaire, un moyen de vivre en harmonie avec ceux qui vous entourent et un moyen surtout de vous améliorer chaque jour. Alors, surtout, suivez ce reportage et puisez-y les véritables perles de sagesse. Pour M. Macaire, l'humilité est la principale clé de la réussite. Selon lui, en effet, c'est une qualité importante car elle vous permet de vous remettre en cause, d'écouter les autres, d'apprendre et donc de dépasser vos limites. Son entourage est là pour témoigner que M. le ministre lit bien le geste à la parole. C'est que nous avons pu constater, nous qui travaillons avec lui depuis un certain temps, tout visiteur qu'il reçoit, tout visiteur qu'il reçoit dans son bureau, il les raccompagne. Parfois jusqu'au niveau du parking, parfois jusqu'au niveau de la porte d'entrée de son antichambre. Donc c'est quand même un signe d'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qui caractérise le ministre Macaire. Je pense que c'est un homme. Le ministre Macaire, c'est une personne humble, d'abord pour nous collaborateurs, il nous reçoit à tout moment. Il suffit que vous désirez les rencontrer, s'il n'est pas occupé, il nous reçoit. C'est quand même un signe d'humilité. Ce que nous pouvons retenir, donc, c'était la main tendue du ministre Macaire et aussi une certaine humilité dans son chef, ce qui n'est pas une faiblesse parce que l'humilité précède la gloire, et l'humilité c'est une force. Donc sa proactivité en quelque sorte d'écouter, c'est pas toujours facile parce que c'est le secteur le plus sensible au pays. Presque c'est la moitié des agents des services publics, autour de 540 000 enseignants. Vous comprenez, c'est un poids qui porte. Donc, au moins, il y a toujours la chaleur dans ce secteur. Et nous avons compris avec le temps que les portes nous étaient ouvertes. Parce que lui, il est partenaire pour nous dans le dialogue social. Parfois, nos collaborateurs, nous mettons à critiquer, une critique positive de certaines de ces initiatives. Et il nous écoute. Je pense que tout ça, ce sont des éléments qui font de lui quand même une personne humble, oui. Alors, on vient de le voir, les témoignages sur votre humilité sont nombreux et d'ailleurs très appréciés, Nathalie. Tout à fait, et en tout cas, il semble que ça vous permet déjà d'avoir de bons résultats, notamment avec les syndicats, ce qui ne doit pas être chose facile à tout moment. Alors, nous allons directement écouter les questions de nos différents intervenants et nous commençons, Nathalie. Oui, nous allons commencer avec Monsieur Benz, c'est ça, hein? Je suis Benz Bonakawa, président de l'ASBEL, les passionnés de la patrie. Merci, enchanté. Merci. Monsieur le ministre, nous parlons humilité. À voir comment les hommes se donnent aux titres, aux honneurs, mais aussi au cours des flatteurs, tout laisse à dire que nous sommes à une période où le culte de personnalité devient un mode de fonctionnement de notre société. Et c'est là à tous les niveaux. En tant qu'Excellence, vous êtes vous-même aussi dans les cœurs de ces systèmes. Alors, la question est de savoir, trouvez-vous aussi ces systèmes négatifs pour notre société, mais aussi que faire pour que nos enfants sortent rapidement de ces systèmes? Oui, merci beaucoup. J'aimerais bien vous dire que pour nous, l'humilité, c'est la valeur mère de toutes les vertus qu'on a. L'humilité nous permet de voir dans autrui, dans l'autre qui est en face de soi, une richesse. Si je connais, si je viens devant vous, je connais, vous aurez tendance à ne pas me dire ce que vous connaissez. Mais si je viens devant vous, je vous dis que moi je ne connais pas, vous aurez tendance à me dire ce que vous connaissez. Et en définitive, c'est moi-même qui je m'enrichis avec ce que vous allez me dire. Voilà, donc c'est toujours très important de se sentir toujours petit, ignorant pour apprendre. Mais si on croit qu'on connaît, alors là, on bloque la voie et personne ne va vous accompagner et personne ne vous aidera à ce que vous vous éleviez davantage. Et l'option que nous avons prise, c'est ça. C'est que nous devons voir dans
tous les collaborateurs, dans tous ces gens que nous rencontrons, enseignants, huissiers ou n'importe qui, une valeur. Parce que si nous écoutons plus, nous apprenons plus. Ça, c'est très important. Et c'est comme ça que nous travaillons avec nos amis syndicalistes. Nous nous retrouvons régulièrement. Nous parlons sincèrement. Nos limites, nous les mettons sur la table. Ils savent voir que ça, il ne peut pas faire. Ça, il peut faire. Ça, le gouvernement peut faire. Ça, le gouvernement ne peut pas. Et dans ces discours de franchise, ça nous permet en tout cas d'évoluer. Alors, bon, je me permets quand même une question. Hein, il a dit, en tant qu'excellence, vous n'y échappez pas, donc vous ne prenez pas de plaisir à ce qu'on vous appelle excellence, qu'on vous chante et tout ça. Bon, ça, c'est des problèmes personnels, privés. Ah oui? Mais bon, on ne peut pas empêcher quelqu'un de dire, quand on passe sur la... Oh, préso, bon. On écoute, mais bon, cela ne peut pas. C'est ce qu'on en fait qui est important. Quand on vous appelle préso, qu'est-ce que vous faites? Si je prends mes épaules, maintenant je les fais monter, là ça devient dangereux. Mais si j'écoute et puis bon, je trouve que non, je reste toujours le même, je dois rester le même. J'ai quelque chose à apprendre de lui. S'il m'appelle préso, c'est peut-être qu'il attend que je fasse tel ou tel geste à sa faveur. Mais est-ce que je dois le faire nécessairement? Est-ce que si je le pousse à travailler, à gagner sa vie, normalement, ce ne serait pas faire œuvre utile à la société. Je vois que c'est tout ça qui est important, plutôt que me limiter à ce qu'il me dit, il m'appelle préso, et puis bon, moi je pense que, voilà, je suis réellement préso, alors que je ne suis même pas préso. Il y a un seul président de la République, il y a un seul président de la République, il s'appelle Joseph Kabila. Tout à fait. Okay, alors nous allons passer à la deuxième question de cette série. Il s'agit de Christelle Ndarabou. Ah voilà, une homonyme. Tout à fait. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir Madame. Je suis Christelle Ndarabou, étudiante à l'IFASIC. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Messieurs le Ministre, ma préoccupation est que l'humilité est une vertu cardinale qui contribue à des relations harmonieuses entre les individus d'une société. Notamment, elle est d'une condition nécessaire qui fait vivre le respect entre les gens. Pourtant, son enseignement ne fait pas partie de notre programme scolaire. Pensez-vous pas que cela constitue une faille dans le système éducatif? Ne serait-il pas raisonnable de laisser cet enseignement entre les mains de la religion ou de la famille? Je crois qu'il faut considérer que les enfants ou les élèves qui viennent dans les écoles ne viennent pas seulement pour une instruction, ils viennent pour une éducation. Et l'éducation, c'est un tout. L'éducation, on prend à l'école, dans la rue. L'éducation, on la prend aussi à la maison et ailleurs. Il y a beaucoup d'endroits où les enfants, ou les jeunes, ou les hommes et les femmes peuvent se retrouver pour apprendre. Il y a la radio, il y a autre chose. Il y a beaucoup d'occasions qui permettent à la personne d'apprendre. Mais alors, il faut faire tout pour que préparer l'environnement de l'enfant, de la société, pour qu'on retrouve donc ces vertus. Si je dois reprendre peut-être la préoccupation de mon homonyme, Christelle, c'est que dans ce que tu as dit, tu ne trouves pas raisonnable que l'on puisse confier l'éducation à l'humilité, quelque chose d'aussi important, mais que l'on puisse laisser ça à la religion seulement ou à la famille. Pourquoi est-ce que l'État ne s'impliquerait pas de manière beaucoup plus active pour pouvoir implémenter un peu cette humilité? Parce que les enfants, évidemment, grandissent dans cette ambiance. Mais quels sont les mécanismes aujourd'hui qui peuvent être mis en place pour permettre justement aux enfants de pouvoir grandir dans cette ambiance et de savoir qu'il existe le terme humilité? Ce n'est pas seulement dans le dictionnaire, mais que cela s'applique aussi. Oui, bon, enfin, peut-être que c'est le mot humilité qui peut ne pas revenir à l'école ou ailleurs. Mais c'est les attitudes qu'on demande aux enfants, même à l'école. Ces attitudes d'apprendre chez les autres, je crois que quelque part, ça rencontre aussi l'humilité. Aujourd'hui, avec les cours d'éducation civique et morale qu'on est en train de réinstaurer dans toutes nos classes, et quand vous examinez bien les contenus de ces cours, vous observez, vous allez voir que non, il y a les notions d'humilité, même si ce n'est pas dit expressément,
Mais c'est ça qu'on veut quand même faire passer chez nos enfants. Le respect, c'est pas, les fêtes de beaucoup plus... quand vous êtes quelque part, il ne faut pas toujours avoir l'habitude de prendre la parole le premier. Il faut d'abord écouter les autres, tout ça. Mais ce sont des choses qu'on apprend à l'école, en groupe et même à la maison par la religion ou autre. Donc, c'est l'ensemble de tout ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend à la maison, ce qu'on apprend sur la voie publique. C'est tout ça qui doit concourir à ce que nos jeunes, nos enfants et même nous les adultes, sachions que non. L'humilité, c'est vraiment, comme elle vient de le dire, c'est la vertu cardinale, c'est la vertu mère, la valeur mère pour, si vous voulez vraiment aller de l'avant, je crois que c'est quelque chose d'assez important sur lequel il faut mettre l'accent. Okay. Merci. Eh bien voilà, nous avançons dans cette émission et eh bien... Je vous le rappelle, nous sommes sur Congo d'Excellence. Restez branchés parce que ce n'est pas terminé. Je vous le rappelle, nous sommes en compagnie de M. Maker Mwangu Famba, ministre de l'EPS et de la nouvelle citoyenneté. Alors effectivement, Nathalie, l'EPSP est un ministère tentaculaire qui inclut et concerne des milliers de personnes à travers notre territoire. Christelle, pas des milliers, je me permets de le dire, je crois que ce sont des millions. On a été confronté à des chiffres étourdissants. Hein, quelques chiffres, par exemple, il y a combien d'élèves en RDC? 2015, les dernières statistiques que nous avons eues, c'est 17 millions d'élèves. 17 millions, c'est énorme, hein, c'est plus que la population belge, par exemple. Oui. Presque 12 millions au niveau primaire. Oui, 12 millions. Presque 12 millions, 12 à 13 millions au niveau primaire, et les restes, c'est au niveau secondaire, 5 millions. Et alors, bon, combien d'enfants, on sait que le pays est encore en train de se reconstruire, combien d'enfants ne sont pas scolarisés, par exemple, au niveau primaire? Au niveau primaire, nous avions autour de 3,5 millions. Mais ça va, on en fait beaucoup de progrès quand même. Nous faisons des efforts pour récupérer les enfants avec la mesure de la gratuité. Ça nous permet surtout à l'intérieur, même si à Kinshasa on n'a pas encore commencé. Mais à l'intérieur du pays, ça nous permet quand même de récupérer beaucoup d'enfants dans nos salles de classe. Donc on en aura bientôt 15 millions, plus les autres. Enfin, oui, en tout cas, chaque année, le nombre ne fait qu'augmenter. Et alors pour tous ces élèves, on a combien de professeurs par exemple? Nous avons autour de 600 000 enseignants. Bon, quand je prends ceux du secteur privé, mais aussi du secteur public. Oui, ça nous fait autour de 600 000. Et secondaire, primaire, ça se répartit comment? Au niveau primaire, on approche facilement le 300 000. Donc c'est la moitié pour presque les moitié, primaires. Oui. Et là, ce sont des chiffres qui concernent l'ensemble du territoire national. C'est sur l'ensemble du territoire national. Et tous ces professeurs sont syndiqués? Ah oui. Alors vous avez du travail. Hein. Oui. Non mais c'est bien, c'est important, il faut le dire aussi, c'est important que les gens soient syndiqués, ça fait partie du droit et ça fait évoluer la société. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près le nombre d'écoles que nous retrouvons sur toute l'étendue du territoire national? On a autour de 55 000 écoles à travers toute l'étendue de la République. Et selon vous, il en faudrait encore combien en plus? Parce qu'on construit des écoles, on a ce programme de construction d'écoles qui est quand même assez important. Oui, il en faut... Bon, je ne peux pas, aujourd'hui, je ne sais pas vraiment estimer ce qu'il en faut. Je vois le taux de remplissage des salles de classe. Les ratios aujourd'hui est d'un enseignant pour 39 élèves. En primaire. C'est plus ou moins passable, même si aujourd'hui la norme internationale veut qu'on diminue, 20, on aille jusqu'à 20. Mais nous, avec les normes de l'UNESCO, on peut aller jusqu'à 50. Donc nous sommes dans une tranche qui nous permet quand même de récupérer encore beaucoup d'enfants tout en n'augmentant pas le nombre d'enseignants. Très bien. Alors la mission qui vous est confiée, Excellence, on la voit tout de suite qu'elle est absolument herculéenne, c'est-à-dire il vous en faut de la force. Je vois. Et il faut vraiment beaucoup de courage pour y faire face. En discutant d'ailleurs avec monsieur le syndicaliste, il nous a parlé de toute cette pression que vous pourriez recevoir. 600 000 enseignants qui se mettent en colère. J'imagine que cela doit demander énormément de muscles au niveau du cerveau pour trouver des solutions. Alors, on va le voir dans ce reportage. Vous avez réussi à passer un cap important avec la réforme du système de correction des examens d'État. Et d'ailleurs, ce ne fut pas facile, mais heureusement, aujourd'hui,
Tout le monde est d'accord pour dire combien c'est utile. Découvrez-le à travers cet élément. Parmi les acquis des réformes du ministre Maker, il y a l'informatisation de la correction des examens d'État. Si ce fut une réussite, ce ne fut certes pas chose facile. Nous, les hommes, nous résistons donc au changement. Donc la première difficulté que le ministre a rencontrée, c'est la résistance effectivement de ces cadres-là et de ces agents de l'inspection qui ne devraient plus participer donc à la correction. Il fallut évidemment beaucoup de courage et de détermination pour mener cette réforme à son terme. Son Excellence, Monsieur le Ministre, trouva les ressources nécessaires pour surmonter les obstacles, conscient de l'importance de ce combat. Parce qu'on a les résultats presque en temps réel avec l'informatisation et toutes les données maintenant qui sont publiées. Les examens les résultats des examens d'État ne souffrent plus de délais de publication extrêmement longs qui laissaient les enfants dans une grande incertitude, les parents dans une grande angoisse. On ne savait pas s'il fallait inscrire l'enfant à tel ou tel endroit. Maintenant, c'est un énorme gain de temps. Je suis ministre de la Révolution, de la modernité. C'est une vraie révolution dans le bon sens. Je peux vous dire que c'est vraiment à la satisfaction de la population parce qu'on a encore en souvenir les résultats qui pouvaient attendre une année. Et maintenant, un mois après les épreuves, nous avons les résultats. Ça veut dire que ça permet aux élèves de s'organiser pour entrer au niveau supérieur. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a une spéculation, mais au moins les erreurs sont corrigées à temps. Vous suivez Congo d'Excellence. À l'initiative de la primature de la République démocratique du Congo. Eh bien voilà, on vient de le voir, Monsieur le Ministre, c'était une réforme importante et réussie. Il y a eu depuis d'autres avancées, notamment dans le domaine de la protection sociale des enseignants. Je pense que vous avez pu mettre en place une mutuelle pour les enseignants dans la province de Kinshasa et c'est en train d'être fait dans d'autres provinces, je pense. Ça fonctionne normalement dans la ville de Kinshasa, donc les résultats sont très encourageants. C'est pourquoi nous sommes allés à Lubumbashi et le président de la République nous a instruit pour que nous allions à Mbandaka et Kisangani. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois que d'ici, avant la fin de l'année, Mbandaka certainement ouvrira ses portes. Aujourd'hui, l'enseignant ne peut plus faire la manche. La santé de l'enseignant ne peut pas faire l'objet d'une réunion de famille. L'enseignant qui est malade, il vient, il est identifié, il va dans un centre de santé, il bénéficie des soins. Ça revalorise la ça fonction. Valorise la fonction. Ça valorise vraiment. Ça leur permet de mieux faire leur travail. Ah oui, ça lui permet. Il ne trouve peut pas que c'est une initiative qui mérite quand même d'être applaudie. Merci beaucoup. En tout cas, excellent. Je suis vraiment impressionné par le courage dont vous faites preuve. Cela nous amène ainsi au troisième thème de notre émission, la force, le courage et la détermination. Ce sont des valeurs que vous chérissez et surtout que vous cultivez dans votre comportement. Nous allons donc prendre les questions de nos différents intervenants à ce sujet. Tout à fait, Christelle. Et nous allons donc commencer avec Lionel, n'est-ce pas? Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Je suis Bonsoir, Lionel. Moukalingue, préfinaliste en économie monétaire à l'UPC. Enchanté. Okay. La gestion du ministère de l'enseignement primaire et secondaire en RDC est un véritable casse-tête chinois. Énormément de besoins, autant d'urgence, mais très peu de moyens. Dites-nous, Monsieur le Ministre, comment, face à une tâche qui, en théorie, est vouée à l'échec, faites-vous pour rester aussi mobilisé et comment vous organisez-vous pour produire de bons résultats? Oui, merci beaucoup Lionel pour votre question. Je dirais que c'est quand vous vous lancez dans une réforme, c'est vrai qu'il faut vous entourer de beaucoup, il faut réunir beaucoup de paramètres, les maîtriser, bien réfléchir, et une fois que vous êtes sûr de l'action que vous avez à mener, une fois que vous êtes engagé, il faut le faire. Nous disons souvent, nous avons l'habitude, nous, de poser la première pierre. Vous posez la première pierre, vous avez des difficultés et vous abandonnez. Vous abandonnez un chantier. Mais le plus important, c'est que vous alliez jusqu'au bout.
on va dire que vous avez réussi si vous posez la dernière pierre. À ce moment-là, c'est très important. Et il faut une certaine détermination. Bien sûr, quand on sent que vous êtes déterminé, la détermination et la force, parfois c'est contagieux. C'est comme la joie dont on a parlé tout à l'heure. La joie, la force, c'est contagieux. Quand on sent que vous êtes déterminé, je vous assure, vous avez derrière vous certaines personnes qui peuvent vous accompagner. Eh bien, Christelle. Nous prenons à présent la question de Joyce. Oui, bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Je réponds au nom de Moukeba, Joyce, élève en 6e biochimie à l'Institut de la Gombe 2. Ma préoccupation est la suivante. Les qualités telles que la force, le courage et la détermination s'expriment en votre personnalité. Du point de vue extérieur, elles restent abstraites. Pourriez-vous nous donner de conseils pratiques pour pouvoir nous permettre à développer ces qualités évoquées? Pour la force. Force, courage, détermination. Oui, il veut dire, bon, c'est abstrait pour lui. Comment faire? Oui, c'est vrai, c'est abstrait. Mais d'abord, la première chose, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut partir de soi-même. Vous voyez, et ça c'est important pour le parent, mais aussi pour les éducateurs, pour les enseignants, surtout pour les parents. Quand l'enfant veut s'exprimer, souvent nous avons l'éducation de la peur. Attention, je vais t'accuser, je vais dire à ton papa, ou je vais dire à l'enseignant, des choses comme ça. Et l'enfant a souvent peur, l'enfant ne sait pas s'exprimer comme il faut, et vous étouffez une personnalité. Et ce n'est pas bon. Et cet enfant, pour prendre une décision, aura toujours tendance à se réfugier derrière les autres. Avant de prendre une décision, il cherche auprès de qui il va se réfugier. Il faut permettre à ce que dans chacun de nous, nous avons une force. Et il faut libérer cette force, il faut libérer cette énergie. Et ça, il faut le faire dès le bas âge. Quand vous arrivez à l'école, il faut qu'on apprenne à vous donner des responsabilités. Ce n'est pas pour rien que nous avons dit, par exemple, que sur toute l'étendue de la République, dans toutes les écoles, qu'on ait des comités des élèves. Il faut qu'au niveau de la famille, qu'on responsabilise beaucoup plus les enfants. En tout cas, merci Excellence, puisqu'on voit qu'absolument vous revêtez aujourd'hui votre costume de monsieur pédagogue, monsieur enseignement. Nous allons bientôt aborder le dernier thème de cette émission, mais avant, je vous propose de suivre un élément sur la citoyenneté. Nous vous rappelons à cette occasion que monsieur Maker Mwangwu est aussi ministre en charge de la nouvelle citoyenneté, Nathalie. Tout à fait. La citoyenneté, c'est un concept certes commun, mais qui n'est pas toujours très bien défini. Alors, on vous propose de suivre dans cet élément quelques-uns de ces différents aspects. Suivez. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. La citoyenneté est relative au statut des personnes, des individus qui sont membres d'une entité territoriale comme une ville ou un État et qu'on appelle ainsi les citoyens de cette entité. La citoyenneté permet ainsi de préciser les rôles des individus et de réguler les rapports qu'ils peuvent entretenir entre eux afin de garantir le bon fonctionnement de l'entité dont ils font partie. C'est donc une composante essentielle du lien social. Elle est ainsi porteuse des droits et des devoirs des individus, des citoyens. Historiquement, la citoyenneté a émergé dans des contextes où elle était un moyen de libérer les hommes d'un pouvoir oppresseur comme celui de la noblesse et de la monarchie, en établissant et en garantissant des droits pour tous les hommes et pas seulement pour quelques nobles privilégiés. Aujourd'hui, il est de plus en plus important de rappeler que le citoyen n'a pas que des droits, mais aussi des devoirs. Avec l'évolution de l'humanité, on se rend compte que non, il faut qu'on forme beaucoup plus de citoyens. Des gens qui connaissent les droits et les obligations vis-à-vis de l'État, parce que l'État aussi a des droits et des obligations vis-à-vis de cet individu. Je crois qu'il faut bien établir ce lien entre les citoyens et la cité et l'État. Aujourd'hui, on est en train de comprendre qu'il faut améliorer ces liens, il faut améliorer cette compréhension mutuelle
entre l'État et les citoyens, bien sûr, en commençant par en formant ces citoyens à partir de bas âge. C'est la mission que nous sommes en train de réaliser. Alors, comme la réorganisation de l'EPS, le développement d'une nouvelle citoyenneté en RDC est aussi un travail de titan qui demande en plus du courage, de la patience. Eh bien, cela tombe bien puisque c'est aussi une valeur que vous chérissez. Nous passons donc à présent aux questions, Nathalie, et on va commencer avec celle de Margot. Je suis Margot Kamanda, étudiante à l'université William Booth en faculté de sciences, économie et gestion. Monsieur le ministre, au Congo, nous avons tant à faire, trop à faire. N'avez-vous pas peur que votre patience puisse nous emmener à avoir encore plus de retard que nous en avons? Nous devrions plutôt penser à faire autre chose pour accélérer les choses. Oui, bon, je pense que donc nous aurions, par contre, il faut avoir peur. Il faut par contre avoir peur qu'on prenne de mauvaises décisions. Et pour prendre une bonne décision, il y a des éléments, des paramètres obligatoires dont il faut prendre en compte. Et comme je l'ai dit, il faut éviter la précipitation. Il faut éviter la précipitation. La précipitation, c'est qu'on ne tienne pas compte de tous les éléments pour prendre la décision. On ne tienne pas compte de tous les éléments et il y a par exemple la réaction des destinataires ou bien de ceux qui doivent exécuter la décision, l'environnement de la mise en œuvre de cette décision. Si vous ne tenez pas compte de tout ça, vous allez vous précipiter pour prendre une décision rapidement, mais vous allez avoir le contraire de ce que vous recherchez. C'est pourquoi il est toujours important de prendre un peu de temps. On ne dit pas que bon, une décision que vous pouvez prendre dans une année, vous n'allez pas prendre 2 ans pour la prendre, non. Mais vous prenez du temps pour réunir tous les éléments et vous prenez la décision et vous accompagnez la mise en œuvre de cette décision. C'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est ça la patience. La patience, c'est le contraire de l'impatience. Non. Si vous avez bien planifié votre action, si vous avez bien planifié votre décision, vous savez que non, aujourd'hui je dois construire par exemple un bâtiment. Pour préparer mon plan, il me faut autant de jours. C'est autant de jours, vous ne pouvez pas réduire ce temps. Mais si vous allez au-delà, là ça commence à poser des problèmes. Vous savez que pour construire la fondation, les techniciens disent par exemple que le ciment, pour qu'il soit solide, qu'il supporte le mur d'autant un poids de je ne sais combien de mètres cubes ou de ciment ou je ne sais pas moi quoi, il faut autant de temps. Mais vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas réduire ce temps ou aller au-delà. Si vous allez au-delà, là, les gens commencent à se poser des questions. Si vous le faites avant, imaginez-vous, vous allez construire un bâtiment qui va s'écrouler après. Donc, chaque chose a son temps et il faut le faire quand il faut. C'est ça. La décision, la patience, c'est prendre aussi la décision au moment qu'il faut la prendre. Eh bien voilà, je pense que nous allons à présent passer à la deuxième question de ce thème. C'est la question de Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir Kevin. Kevin Kadinekini, je suis architecte. Ma question est la suivante. Nous vivons dans un monde où nous devons agir de plus en plus vite et donc décider de plus en plus vite. Pourtant, la sagesse nous dit d'être patient. Comment faire pour gérer la peur de prendre des mauvaises décisions de la précipitation? Oui, il faut nécessairement être patient. La patience à 2 niveaux. Avant de prendre la décision, aujourd'hui, je crois qu'avec les nouvelles technologies et le monde qui évolue vite, donc facilement, pour prendre une décision, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut réunir. Donc facilement, on peut réunir ces éléments et puis on prend la décision. Quand on prend la décision, il faut aussi la patience pour voir les résultats. Il ne faut pas penser que quand vous avez pris la décision maintenant, vous avez mis du temps pour prendre la décision une fois que vous l'avez prise et que tout de suite là vous devez récolter les résultats. Non, il faut alors patienter aussi
pour avoir des résultats. Et en fait, c'est une valeur qui va aussi dans le sens de la planification. Donc, vous ne pouvez pas poser certains actes si vous ne les avez pas, vous ne savez pas où vous allez. Sinon, c'est des actions ponctuelles que vous posez et qui ne restent pas dans la durée. Or, pour que vous restiez dans la durée, il faut réfléchir avant de prendre la décision. Mais pour la prendre, il faut planifier sa décision. Il faut savoir comment vous allez la mettre en œuvre. Une fois que vous l'avez prise, quelles sont les mesures d'accompagnement que vous allez mettre en œuvre pour que cette décision que vous avez prise puisse produire les effets. Et là aussi, vous avez besoin de beaucoup de patience. Parce que pour arriver à la décision, vous avez beaucoup d'embûches. Vous n'aurez pas tous les éléments. Surtout que c'est une décision qui produit les effets après. Vous ne savez pas comment les gens vont se comporter après. Donc il faut réunir beaucoup d'éléments, envisager même comment les gens peuvent se comporter après votre décision avant de la prendre. Mais une fois que vous l'avez prise, rassurez-vous, vous aurez des gens qui vont dire que ce n'est pas une bonne décision. Mais si vous l'avez bien réfléchi, maintenez le cap, vous allez, après, tout le monde se rendra compte que non, il avait raison, cette décision est bénéfique. Et souvent, c'est l'histoire qui juge si la décision qu'on a prise ou qu'on avait prise était bonne ou mauvaise. Voilà. Merci. Eh bien, nous en sortirons donc extrêmement enrichis de termes aussi lourds de sens que ceux que vous venez d'énoncer, Excellence. Et mon Dieu, que c'est passé vite, puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission, Nathalie. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été des plus enrichissantes. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes en tout cas ravis d'avoir eu l'occasion de partager avec vous votre vaste expérience. Moi, je suis convaincu que de tout ce qui a été dit aujourd'hui, de nombreuses leçons de sagesse vont permettre à notre jeunesse de se diriger dans la bonne direction, celle de l'émergence et du développement social. Surtout, Christelle. Alors, merci à vous, Monsieur Maker Mwangufamba, d'avoir pris de votre temps si rare pour répondre à notre invitation. Et merci d'avoir échangé avec nous, nos téléspectateurs, notre public, ainsi que nos intervenants, que nous remercions pour la participation ainsi que pour la disponibilité. Merci.